Bonjour à tous, rebonjour, nous voilà de retour en direct ici dans le cadre de ce grand rendez-vous des fonctions publiques, la conférence annuelle du pôle fonction publique d'AG2R, la mondiale. Fonction publique d'une mort annoncée à la refondation, c'est l'objet de nos échanges ce matin. On va parler du numérique, le temps du numérique. Est-il venu? Télétravail, télémédecine, renforcement des outils numériques, des applications quotidiennes. Le bond en avant numérique que nous avons constaté depuis le mois de mars va-t-il survivre à la crise sanitaire? Quels sont les enjeux? Quelles sont les opportunités? Quels sont les points de vigilance, notamment en termes d'accompagnement des équipes? C'est l'objet de notre échange avec Marianne Barbat-Layani qui va nous rejoindre dans un instant, la secrétaire générale de Bercy, secrétaire générale des ministères économiques et financiers. Elle a un agenda surchargé, elle a une petite urgence. Elle arrive dans quelques minutes. Mais nous avons Laurent Chambaud qui est avec nous, monsieur le directeur des écoles, de l'école des hautes études en santé publique, le HESP. Vous êtes avec nous à distance. C'est Karine Garcin-Escobar, madame Garcin-Escobar, directrice générale adjointe des services ressources de la ville de la Grande Motte. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. En attendant l'arrivée de l'ASG de Bercy, à tous les deux, quel est votre sentiment avant de parler du numérique? Quel est votre regard sur cette crise, sur la manière dont les acteurs ont fait face, en s'appuyant notamment sur des outils numériques, mais pas que. On va détailler le numérique, mais votre regard sur la crise, peut-être Laurent Chambaud, vous avez, vous avez vous aussi un agenda très chargé, vous devez nous quitter à 10h30. Je vous donne la parole en premier. Votre sentiment sur la crise que nous vivons depuis le mois de mars. D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Pour aller vite à l'essentiel, mon sentiment est très partagé parce que cette crise, jusqu'à présent, elle s'est vraiment déroulée pour nous en deux temps. Le premier temps a été un temps de forte brutalité, mais derrière de forte mobilisation de toutes nos équipes. Et ça, on l'a beaucoup senti pendant la période de mars à l'été. Et puis, on entame une deuxième phase qui est probablement complètement différente parce qu'il y a à la fois un sentiment d'incertitude extrêmement fort de la part de l'ensemble de nos agents. Et quand je parle de l'ensemble de nos agents, pour nous, c'est aussi nos apprenants, les élèves et les étudiants. Et il y a derrière aussi un sentiment de lassitude. Et dans ce contexte, mobiliser ces personnes plus au long cours par rapport à une incertitude forte sur la durée de la crise est un élément nouveau que nous n'avions pas au printemps. Mais j'y reviendrai probablement parce qu'il faut aussi derrière trouver quels sont les éléments qui peuvent nous motiver, notamment au niveau des fonctions publiques où il y a énormément d'attentes de la part de la population. Des attentes très fortes. Merci Laurent Chambaud. Oui. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions. Vous êtes nombreux d'ailleurs à témoigner. Je vais en relayer quelques-unes dans un instant. Karine Garcin-Escobar, du côté de la Grande Motte, comment vous appréhendez les choses, cette séquence mars, tout le printemps, puis cette deuxième vague. On parle avec vous numérique dans un instant, mais comment vous faites face, comment ça se passe du côté de la Grande Motte? Bonjour à tous. Alors juste une précision, moi j'interviens aussi au nom de la ATF, l'Association des administrateurs territoriaux de France, en tant que vice-présidente. Absolument. Et mon témoignage, au-delà de mon quotidien, de ce que j'ai pu vivre, s'appuie sur un rétexte où on a consulté une cinquantaine de collectivités territoriales. Donc je vais essayer vraiment de porter ce regard partagé avec une bonne partie des collectivités territoriales. Ce qui ressort et le regard partagé, on l'a beaucoup dit, c'est le caractère inédit de cette crise, inédite de par sa nature sanitaire. Alors c'est vrai que le monde hospitalier est plutôt au cœur de cet élément-là. Pour les collectivités territoriales, c'était plutôt une nouveauté. Si on a été déjà amené à gérer des crises liées aux éléments climatiques, au risque industriel, sur le champ sanitaire, c'était quand même relativement inédit. Inédit, bien sûr, par son ampleur. C'est tout un pays et au-delà, même voilà, tout un monde qui a été percuté par cette crise, par sa durée.
Monsieur Chambon l'a évoqué, deuxième vague, donc ça veut dire que ça fait 10 mois que par pic, on est en prise avec cette crise. Donc là aussi, c'est très inédit. Il faut tenir sur le moment et puis il faut se tenir sur la durée. On peut constater aussi un épuisement des agents, des ressources. Même si je mesure la différence par rapport au secteur hospitalier, pour autant, on a été mobilisé à notre façon. Et bien sûr, inédite sur ces conséquences qu'on mesure encore mal, ces conséquences sociales, les familles, les élèves, tous nos bénéficiaires sociaux, et bien sûr les conséquences économiques. Bon nombre de collectivités ont une grande partie de leurs recettes assises sur l'activité économique. Voilà, donc aujourd'hui on en perçoit le début de ces conséquences-là. Combien de temps va-t-on subir les conséquences économiques et quelles ampleurs auront-elles malgré tout le système et tout le dispositif d'aide? Voilà, donc vraiment un côté inédit, beaucoup d'incertitudes. Et puis après, juste pour conclure sur cette vision un peu globale, pour une petite note positive, elle a été aussi le révélateur de choses assez formidables. Cette capacité de s'adapter, cette capacité d'être agile, d'innover, d'inventer, de créer de nouvelles façons de rendre nos services publics. Donc il faut aussi capitaliser sur cette partie positif, de ce qu'elle a révélé de positif. Absolument, merci Madame Garcin-Escobar, effectivement vice-présidente de l'AATF, l'association des administrateurs territoriaux de France, qu'on salue. La secrétaire générale de Bercy vient de nous mettre un mot, elle est là dans quelques instants. Laurent Chambaud, le thème de cette table ronde, télétravail, télémédecine, ces applications, est-ce que vous pensez que le bond en avant numérique qu'on constate depuis le mois de mars va perdurer? Est-ce que le temps du numérique est-il venu de manière structurelle, de manière durable? On vous écoute, Laurent Chambaud. Oui, alors ce que je peux dire, c'est d'abord le temps du numérique, il a quand même commencé un peu avant cette crise. Je prends un exemple. Nous, dans notre école, nous avons commencé à mettre en place le télétravail en 2016. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu effectivement un boom très fort pendant le début de la crise, et donc une évolution très forte. Pour vous donner juste un exemple chiffré, sur une petite dimension, puisque c'est les agents de l'EHESP. On avait, avant la crise, au mois de mars-avril, on avait 33 personnes qui étaient en télétravail. On est passé à 92 au mois de septembre. Donc, on a triplé le nombre de personnes qui sont en télétravail. Et nous avons maintenant, aujourd'hui, 3/4 de notre effectif qui est à distance. Donc, cette évolution-là, à mon avis, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, cette évolution-là, d'abord, elle a été perçue de façon positive parce qu'on l'a accompagnée. Et je pense que les gens ont été plutôt satisfaits, notamment dans le cadre de la première vague, par tout ce qu'on a mis autour pour permettre aux gens d'être en travail à distance ou en télétravail dans des bonnes conditions. Et ça, je pense qu'on a beaucoup appris pendant cette période-là. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est une évolution à accompagner, c'est-à-dire comment on va trouver cet équilibre après. Il y a des personnes qui se sentent bien dans le télétravail, d'autres qui se sentent moins bien. Donc, comment on organise ça? Et ça, à mon avis, ça demande à la fois de la formation, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de déployer. Comment on forme à ces nouveaux environnements? Comment aussi on accompagne par la dématérialisation de tout ce que l'on peut faire en dématérialisation. Donc, c'est un chantier qui prend une ampleur extrêmement importante, mais à mon avis, pour des gains vraiment important en termes de modalités de travail. On a un deuxième sujet, j'en ai 3 très rapidement, on a un deuxième sujet qui, à mon avis, est extrêmement important. Alors nous, on le vit à la fois du côté de nos agents, mais aussi au niveau parce que nous sommes un établissement d'enseignement supérieur, au niveau de nos élèves et de nos étudiants, et notamment des enseignants. C'est ce qu'on appelle le comodal, c'est-à-dire comment on arrive à la fois à faire avec des personnes à distance et des personnes qui sont sur place. Et ça, je pense que c'est important à regarder parce que c'est là, pour le coup, très nouveau. Et ça entraîne un certain nombre de difficultés qu'il va falloir qu'on règle. Et alors, c'est vrai pour nos enseignants qui ont à la fois des élèves et des enseignants à distance et sur place, et qui vont en avoir de plus en plus. Mais c'est vrai pour les managers.
pour lesquels c'est pas toujours simple d'avoir à la fois des personnes qui sont là et dont on a besoin, certaines parce que c'est important de les avoir sur place, certaines parce qu'elles se sentent mieux, pas pendant toute la semaine, et d'autres qui sont à distance pendant longtemps. Et comment on manage ce type de nouvelle organisation? Je crois qu'on a à accompagner ça. Et puis il y a un troisième point qui me semble absolument majeur, c'est dans tout ça, comment on fait du collectif. Comment on est capable de trouver ces modalités de collectif avec le travail à distance. Je pense qu'il y a des solutions, il faut qu'on arrive à les trouver, mais c'est assez compliqué dans cette période d'incertitude de pouvoir voir comment on travaille ce collectif, et notamment pour des fonctions essentielles que sont celles que l'on remplit dans les fonctions publiques. Et là, je fais un petit couplet, si vous me le permettez, je termine là-dessus. La santé publique, à mon avis, est un élément aussi qui permet de redonner de la valeur à notre travail. On l'a vu, hein, on écoutait Jean Rotner tout à l'heure. Merci d'avoir posé les choses. Laurent Chambaud, Marianne Barbalayani, merci de nous avoir rejoints. Merci d'avoir pris le temps dans votre agenda que nous savons surchargé de venir témoigner. Vous êtes secrétaire général des ministères économiques et financiers. Le thème de cet échange, le temps du numérique, est-il venu? Laurent Chambaud a bien résumé les choses. Cette articulation entre vie pro, vie perso, cette articulation entre du présentiel et du numérique comodal, je retiens ce terme. Comment vous vivez les choses? Quelles sont les solutions que vous mettez en place du côté de Bercy, Madame la secrétaire générale? Merci beaucoup. Alors d'abord, je pense qu'il faut reconnaître que c'est un énorme challenge un énorme défi auquel on a dû faire face. Et je commencerai d'ailleurs par un petit coup de chapeau à l'ensemble des agents du ministère, parce qu'on a été amenés à accomplir nos missions dans des conditions totalement inédites et exceptionnels, qui effectivement nous ont amenés à développer de manière très accélérée, voire brutale d'ailleurs dans le premier confinement, le télétravail. Je fais tout de suite une parenthèse. Moi, je ne parlerai pas de télétravail pour ce que nous avons vécu dans le confinement, ou même d'une certaine manière ce qu'on vit actuellement, qui est un peu hybride. Je parlerai de travail en confinement. Parce que je pense que dans les leçons que nous essayons de tirer collectivement de ce que nous vivons, il faut bien distinguer entre une gestion de crise dans laquelle on a été amené à réduire au maximum le présentiel, même si on ne peut pas de toute façon supprimer totalement le présentiel. Alors, si je prends un exemple, nous on a des douaniers, les douaniers ils ne font pas leur contrôle à distance. Donc voilà, il y a un exemple qui parlera à tout le monde. Mais donc, on a effectivement été amené à changer brutalement et très rapidement. Heureusement, on était d'ailleurs préparés, nos modalités de travail. Donc ces modalités de travail, elles ont été basées sur l'absence de présence plutôt que sur le télétravail, si j'essaye de résumer ce que l'on a ressenti. Et donc, ça a effectivement amené, et c'est le titre de cette table ronde, ça a effectivement amené à renforcer considérablement l'utilisation des outils numériques, mais je pense que ça va très au-delà de ça. Alors évidemment, sur les outils numériques, on a été amené à équiper en urgence, de manière très accélérée, les agents, notamment en outils de nomadisme, qui était sans aucun doute un sujet sur lequel on avait à progresser. Là, on a récupéré tous les sous qui nous restaient dans tous les programmes possibles et imaginables, et on a acheté autant que faire se peut des ordinateurs portables, etc. Néanmoins, là aussi, il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas traiter à distance. Quand on traite, par exemple, certains sujets régaliens, moi, je vais prendre un autre exemple. Chez nous, on a un des 6 services de renseignement français, qui est la cellule de renseignement financier qui s'appelle Tracfin, qui lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les agents de Tracfin, ils ne vont pas traiter leur dossier à distance. Voilà. Donc, il y a quand même un certain nombre de fonctions, de toute façon, même si on est très doté en outils numériques, etc., qui ne permettent pas d'être télétravaillés. Et la dernière chose, mais je rejoins le précédent interlocuteur, c'est qu'on a quand même appris très rapidement que ce n'était pas si facile que ça. C'est-à-dire, l'enseignement positif, c'est que bien sûr, on peut faire du télétravail. Bien sûr, on peut en faire beaucoup plus que ce qu'on imaginait collectivement, aussi bien les agents que les managers avant la crise. Mais l'objectif n'est pas non plus de rester ad vitam aeternam en 100% télétravail, parce qu'il y a de la souffrance.
Oui, Nous, on a été obligés de mettre en place une cellule de soutien psychologique à Bercy, parce que les gens qui sont isolés chez eux, loin de leur collectif de travail, c'est pas si facile que ça. Ça pose des difficultés considérables au management, donc il faut apprendre à manager différemment, etc. Donc je suppose que c'est des points sur lesquels on reviendra. On va y revenir. Et voilà, je pense que le message essentiel, c'est que d'abord, on est adaptable. Donc, quand on a appris dans nos écoles, quand on était petit, la mutabilité du service public, je crois qu'on la vit au quotidien. Mais que ces adaptations, sur ces adaptations que nous vivons, il faut distinguer entre la gestion de crise dans laquelle on est et les leçons qu'on pourra en tirer, que nous commençons d'ailleurs à Bercy à tirer, pour le rythme de croisière auquel nous espérons revenir tous rapidement. Alors, gestion de crise, quand on est en gestion de crise depuis le mois de mars, est-ce que ce n'est pas une gestion devenue du quotidien ? On en parle dans un instant. Karine Garcin-Escobar, je vous redonne la parole juste, il est 10h29 et Laurent Chambaud, je me suis engagé à vous libérer à 10h30. Alors peut-être une réaction, parce que vous avez un rendez-vous, il est 10h30, donc peut-être très, très succinctement une réaction à ce qu'a dit Madame la secrétaire générale et un message fort sur lequel vous voulez insister, puis je vous libère après. Laurent Chambaud. Je vous remercie et je suis vraiment désolé de vous quitter parce que c'est un enjeu pour nous tous et nous toutes important. Juste peut-être une réaction. Je pense qu'effectivement, on a un très gros enjeu qui est... alors, je suis tout à fait d'accord sur ce qui a été dit parce que moi, je parlais de travail à distance plutôt que de télétravail. C'est-à-dire, nous, on a augmenté le télétravail dans les conditions dans lesquelles c'était présent avant la crise. Mais on voit bien que, et ça je pense que c'est à peu près partout, il va falloir qu'on rediscute, qu'on renégocie avec l'ensemble des agents et avec les organisations syndicales comment on voit ce télétravail dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Et ça, je crois que c'est un enjeu, mais qui est, je pense, un enjeu que nous devons porter ensemble parce que c'est derrière aussi quels sont les équilibres que l'on va pouvoir retrouver entre ce qui doit être le travail sur place et ce qui doit être le travail à distance dans un cadre qui va être un cadre nouveau au niveau du télétravail. Ça, c'est le premier point. Et puis peut-être un deuxième point, avant de vous quitter, encore une fois, j'en suis désolé, je pense que c'est vraiment important de penser déjà comment on va retrouver un équilibre, c'est-à-dire quelle va être la nouvelle situation dans laquelle on va être, qui va être de toute façon une situation évolutive, et dans laquelle, et c'est tout à fait vrai, je pense que dans tous les secteurs, on a trouvé ces moyens de flexibilité, mais il faut que l'on essaye d'anticiper la manière dont cet équilibre va se faire, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'accompagnement des personnes, et notamment l'accompagnement des managers qui se sont retrouvés dans des situations assez particulières dans ces semaines, et qui doivent aussi être, qui sont les supports des incertitudes, des difficultés, voire des souffrances, comme l'a dit Madame la secrétaire générale, des agents. Et eux-mêmes sont dans des situations, et elles-mêmes sont dans des situations difficiles. Et je crois que là, on a vraiment un travail d'accompagnement et de redonner ce sens à nos services publics qui ont quand même vraiment montré ce qu'ils pouvaient faire. Absolument, la place des managers. Merci Laurent Chambaud, merci d'avoir témoigné dans un agenda vous aussi extrêmement chargé. On vous laisse à vos réunions. On va prendre dans quelques instants quelques questions. Karine Garcin-Escobar, peut-être une réaction quand Madame la secrétaire générale et le directeur de l'EHESP parlent d'un nouvel équilibre, un équilibre à repenser, un accompagnement des troupes, des équipes. Quel est votre sentiment ? Comment vous le vivez sur le terrain dans votre territoire ? Oui, alors déjà, ce qui est intéressant et ce qui légitime aussi cette table ronde, c'est de voir tous les points communs, puisque je ne vais pas le répéter, mais je me retrouve énormément, la fonction publique territoriale, dans les retours qu'on a, se retrouve en quasi tout point avec ce qui vient d'être dit. Donc voilà, c'est plutôt ce qui va nous rassembler. Donc constat partagé. Le télétravail existait déjà. Moi, je rebondis sur le fait que le sujet, c'est le numérique. Et le sentiment partagé, le constat, c'est que le numérique, il ne peut venir qu'en complément de l'humain. Il peut venir renforcer, faciliter, fluidifier, moderniser un certain nombre de missions de service public, mais il y a tout un pan, effectivement, où il ne pourra pas se substituer à une présence
humaine à une intervention humaine. J'ai une petite alerte tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur le révélateur positif de cette crise. Ce qu'elle a révélé aussi dans ses faiblesses, c'est la problématique du réseau, de couverture réseau. Parce qu'on peut mettre en tant qu'employeur, en tant que collectivité territoriale, tous les outils numériques, tous les services à distance que l'on veut. Si l'usager se trouve dans une situation, dans une zone blanche, dans une zone en tout cas, ces outils-là sont inopérants, eh bien, l'action en elle-même tombe. Donc, c'est vraiment un enjeu partagé entre ce que, en tant qu'employeur, collectivité territoriale, on va pouvoir développer comme outil numérique, et au niveau national, une accélération du déploiement pour donner accès à Internet dans des bonnes conditions. Donc, c'est la fibre à laquelle je fais référence sur l'ensemble du territoire. Sinon, on va laisser tout un pan de nos usagers au bord du chemin. Deuxième élément qu'il faut prendre en compte et que cette crise a révélé, c'est ce qu'on appelle l'électronisme. Donc, c'est la capacité aussi de certains usagers à avoir accès au numérique. Ce qui est encourageant, c'est que dans les écoles, on voit bien que la nouvelle génération a beaucoup de facilité à se mettre à utiliser ces outils-là. Mais on avait une partie de nos populations, sans faire de... Je ne veux pas être dans la caricature de la génération, mais globalement, sur des personnes plus âgées ou au-delà de toute considération d'âge, qui étaient très éloignées de la pratique du numérique et qui sont dans l'incapacité d'utiliser ces outils-là. Donc là aussi, on a un travail d'accompagnement de nos agents, bien sûr, mais aussi de nos usagers et de pouvoir les faciliter l'accès à toute cette population-là. Ne laisser personne sur le bord du chemin numérique. On va prendre quelques questions. Bruno Delaporte d'Adiceo. Alors, je vous rappelle que vous pouvez, il y a un flash code qui va apparaître à l'écran. Vous pouvez témoigner, vous pouvez réagir, vous pouvez poser vos questions. On les relaye tout au long de... Voilà, le flash code qui apparaît, on les relaye tout au long de la matinée. Bruno Delaporte d'Adiceo, vous suivez ce fil qui est extrêmement nourri. Vous avez sélectionné quelques questions. Le fil est nourri. Alors, vous commencez à répondre à un certain nombre de questions qui sont posées. Et en particulier, j'en citerai deux. Donc, les moyens, on est parti de moyens qui étaient... vous avez soit des moyens du bord, comment est-ce qu'on passe à une opération qui est plus récurrente, qui rentre dans les mœurs. Alors ça touche aussi bien la partie technique que la partie formation, agent d'un côté, manager de l'autre. Vous avez cité aussi les usagers, mais parce que derrière, ça a des impacts assez profonds. Par exemple, il est cité, comment peut-on demander à des personnes de remplir des formulaires en télétravail si on leur demande de venir les signer physiquement derrière. Donc il y a aussi des problématiques de signature, d'authentification, etc. Donc le chemin est assez vaste. Et comment passez-vous d'une situation exceptionnelle en réaction à une situation qui va devenir plutôt un standard ? Merci Bruno Delaporte. C'est des questions d'Antoine, de Carole, enfin, vous êtes nombreux. Une réaction, peut-être une réponse, Madame la secrétaire générale? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, comme toujours, il faut faire des retours d'expérience. Et finalement, on a été amené à vivre en temps réel une expérience exceptionnelle. Le premier enseignement, c'est qu'on s'en est sorti. Je pense que c'est quand même très, très important à dire. On a fait face, on a assuré la continuité du service public et le service aux usagers dans les conditions dans lesquelles on s'est trouvé. Bon, heureusement, on ne bâtissait pas sur rien. D'abord parce que le numérique, c'est pas né au début de l'année 2020, ni dans les administrations, ni ailleurs. Ce qui s'est avéré indispensable, c'est de développer considérablement les outils numériques et des outils numériques très particuliers pour les agents, c'est-à-dire des outils qui permettent de travailler en dehors de son lieu de travail habituel. Parce que, mis à part ça, je pense que à peu près tous les agents publics, comme tous les salariés, sauf métiers très particuliers, ont un outil numérique fixe à leur bureau. Pour ceux qui sont dans des bureaux. Donc ça, c'est évidemment des sujets absolument colossaux. Donc nous, ça nous a amené à doubler notre équipement en outils de nomadisme dans le courant de l'année. Avec les difficultés qu'on peut rencontrer maintenant, c'est qu'on n'est pas tout seul sur les marchés et que donc quand on veut acheter des micro-ordinateurs, voilà, les énormes commandes qu'on attendait pour le mois de novembre, elles nous sont annoncées pour le mois de janvier maintenant. Ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur les outils, parce que les outils, au fond, c'est assez mécanique. Il faut trouver des marchés, il faut les acheter, etc.
Après, c'est la modification des pratiques qui est évidemment un enjeu considérable. Les pratiques managériales, on en a un peu parlé, mais je pense que ça a été effectivement un des retours d'expérience de la crise, que le fait que les managers ont été confrontés à des difficultés et les agents aussi vis-à-vis de leurs managers. Donc, on parle beaucoup d'outils numériques. Moi, je dirais qu'il faut aussi réhabiliter un bon vieil outil qui est, quand on est à distance, le téléphone. Parce que le contact humain est absolument indispensable en management. Dans la vie quotidienne, entre guillemets, normale, on croise ses collègues, on va les voir dans leur bureau, on les croise à la machine à café, à la cantine, toutes choses qui sont devenues extrêmement dangereuses, voire social, prohibées. Voilà, il y a le temps social. Là, il faut apprendre à communiquer, à parler, à échanger avec des outils qui étaient vécus jusque-là comme des compléments. C'est-à-dire que normalement, on envoie un mail, mais on passe voir la personne, on a eu une réunion, on s'est expliqué, etc. Là, par exemple, dans le retour d'expérience qu'on a fait, nous, on s'est rendu compte que le management par mail était très mal vécu, et par les managers, et par les agents, parce que ça génère des malentendus, etc., etc. Donc, une des recommandations qu'on fait aux managers, et on a à l'Institut de formation du ministère qui s'appelle l'IGPDE, une semaine du management qui commence très bientôt là, sur le management à distance, une des recommandations qu'on fait, et qui a été d'ailleurs généralisée, il y a eu un guide dans la fonction publique fait par la DITP et la DGAFP, c'est de passer un coup de fil à ses agents. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui se disent plus facilement quand on échange, je dirais, en temps réel. Le problème de beaucoup d'outils à distance, c'est qu'il y a quelque chose qui est reçu à un moment qui n'est pas celui où ça a été émis. On n'a pas la possibilité d'avoir la personne en face de soi, ou en tout cas en communication directe pour échanger. Et ça, je dirais que ça a été un des grands enseignements, c'est que malgré tout, c'est assez rassurant, c'est pas tout à fait demain qu'on va vers une société dans laquelle on sera tous devant des jolis petits écrans. Alors on est très content de les avoir, je crois qu'il faut qu'ils soient là, c'est très complémentaire. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien, mais malgré tout, l'échange au moins en temps réel, donc ça peut aussi passer par d'autres outils. Par exemple, j'ai parlé du téléphone, évidemment, ce qu'on voit dans cette deuxième partie de confinement, c'est une explosion de la demande de visio. Parce que ça permet quand même, c'est le meilleur substitut peut-être à l'absence de présentiel. Mais au-delà des outils, c'est évidemment l'humain, les personnes, la formation. Et donc ça, c'est des programmes maintenant qu'il va falloir qu'on développe de longue haleine pour effectivement être en situation de vivre mieux avec plus de télétravail. Ce qui n'est pas négatif. Je pense qu'il y a une demande de télétravail forte, qui ne sera pas évidemment du télétravail à 100%, ça on est tous conscients que ce n'est pas ce que l'on souhaite, sauf cas très particuliers, mais ça nécessite aussi des adaptations qui vont un peu au-delà de juste avoir le bon micro-ordinateur et l'outil métier télétravaillable à distance. La technique est d'une certaine manière secondaire. Vous l'aviez dit, vous me l'aviez expliqué avant cet échange, le télétravail c'est imposé pendant le premier confinement, alors que le télétravail doit être un accord entre un manager et un agent. Votre sentiment, Karine Garcin-Escobar, vous disiez le numérique vient pour faciliter, pour fluidifier, ce n'est pas la solution à tout. Sur la place du management, des managers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mettre en place? Madame la secrétaire générale parlait du téléphone qui retrouve une pertinence qu'on avait peut-être oubliée. Quelles sont les bonnes pratiques pour celles et ceux qui nous regardent, que vous mettez en place, que vous avez mis en place dans votre territoire ou au sein de l'Association des administrateurs territoriaux de France? Oui, sur le retour d'expérience, il y a eu ce constat-là de peut-être davantage encore renforcer les liens et l'interaction individuelle, peut-être plus même qu'en temps normal. C'est-à-dire que le mail, je rejoins tout à fait ce que Mme la secrétaire générale a dit, le mail a une perception qui peut être très différente d'une personne à l'autre, mais en temps de crise, il a pu être encore plus difficile à gérer. Et puis parce qu'au travers de l'écrit, on ne peut pas ressentir l'état émotionnel ou l'état d'esprit d'un agent. Et donc, on est un peu en mode robot sur une communication qui peut paraître en tout cas
très directive. Donc la pratique du téléphone, la pratique de la visio, puisque au plus de la voix, on a le non-verbal, donc on a effectivement l'expression visuelle qui peut permettre de faciliter la communication. Donc tout ce constat-là, ces outils-là sont remontés en tout cas de la pratique territoriale. Nous, ce qu'on a pu constater aussi, c'est une évolution entre les deux vagues, puisque là, on est sur la deuxième vague. Et donc, on a pu voir que les premiers partages d'expérience, les premières leçons qui ont été tirées de la première vague apportent leur avantage et leurs bénéfices sur cette deuxième vague. Donc, on développe le téléphone, les petits groupes WhatsApp. On a une génération aussi d'agents qui retrouvaient au travers de ces groupes du collectif, parce que l'inconvénient de l'individuel et du coup de téléphone, c'est que quand on a des équipes un peu nombreuses, quand on encadre 50, 60 personnes, c'est compliqué de passer les 60 coups de fil et on risque d'en oublier ou on risque de donner une information à l'un et pas à l'autre. Donc c'est vraiment en complémentarité. Donc les petits groupes WhatsApp aussi permettaient de mettre un peu plus de fluidité, moins de formalisme qu'au travers d'un mail. Mais je rejoins, je pense que la vidéo est aujourd'hui l'outil le plus complet. Un peu plus de convivialité aussi dans un cadre un peu moins formel. On prend une autre question, encore une fois, réagissez, posez vos questions pour maintenant pour la suite. Anonyme, on parle des éléments autour du télétravail, pas uniquement, enfin plus largement le numérique. On a parlé de formation, mais on pourrait parler aussi de dialogue social, puisqu'il y a une question autour on parle d'accompagnement de la population dans les nouvelles pratiques numériques, mais comment accompagner les agents, comment garder le contact et comment impliquer les organisations syndicales dans ces nouvelles pratiques. Alors ça aussi, ça a été un des enseignements majeurs de cette crise, c'est l'importance du dialogue social. Dès que nous avons été en situation de basculer, un peu même avant d'ailleurs, en plan de continuité d'activité, enfin en tout cas dès le mois de février, ce que l'on a fait au ministère, c'est qu'on a instauré un échange au moins hebdomadaire, informel d'ailleurs, avec les organisations syndicales, informel au sens où évidemment on n'avait pas le temps de faire un dossier envoyé 8 jours à l'avance, etc. Oui. Voilà. Et ça a été, je ne peux parler que de la partie évidemment employeur, mais ça a été extrêmement utile. Et ça nous a permis d'ajuster en permanence le dispositif qu'on mettait en place, à la fois en termes de prévention, bien sûr, pour éviter au maximum de créer des risques pour nos agents. Mais ça a été aussi extrêmement utile parce que on a dû gérer en temps réel une situation inédite à laquelle on était en partie préparé parce que bien sûr on a des plans de continuité d'activité, on a un certain nombre d'outils et d'habitudes de se préparer à la gestion de crise. Mais les crises, elles ne sont jamais les mêmes, elles n'impliquent pas les mêmes impossibilités, elles n'ont pas les mêmes conséquences, elles n'ont pas forcément une conséquence aussi globale que ce qu'on a vécu. Là, on a vraiment une crise qui a concerné absolument tout le monde. Oui, c'était pas juste les gens qui s'occupent du secteur financier comme dans une crise financière à Bercy. Là, je fais d'ailleurs le lien finalement avec le titre du colloque, fonction publique d'une mort annoncée à la refondation. C'est un beau titre qui interpelle. La mort annoncée, moi je ne souscris pas, mais enfin disons, prenons-le tel qu'il est. La refondation, c'est quand même effectivement pour un ministère comme le nôtre, comme le ministère de l'économie et des finances, ça a été l'explosion de la demande de la part de l'ensemble de la société et de l'économie et des entreprises notamment, qui s'est adressée au ministère pour trouver en temps réel des solutions. Donc cette notion de devoir s'organiser pour trouver en temps réel des solutions, on l'a vu évidemment avec les organisations syndicales et je crois qu'elles ont exprimé très vite cet engagement très fort des agents qui étaient conscients du fait qu'au-delà de la protection personnelle qui leur était due et qu'ils demandaient à juste titre et sur laquelle on travaillait, leur objectif numéro 1, c'était justement d'assurer ce service public parce que la demande était absolument considérable. On a vu effectivement que l'économie avait besoin de ce lieu qu'est le ministère des Finances où pouvaient converger les questionnements, les difficultés et surtout les solutions.
Oui. Et ça, effectivement, la refondation, c'est que il faut qu'on travaille autrement, c'est sûr. Il faut qu'on travaille avec d'autres outils. Il faut qu'on s'organise pour intégrer davantage de télétravail. On parlera sans doute aussi de l'impact de toutes ces réflexions sur notre empreinte carbone et sur le développement durable, qui est pour nous un des grands objectifs de la transformation du ministère que je pilote au sein du secrétariat général. C'est sûr qu'il y a des enseignements positifs aussi à tirer de tout ça. Mais dans l'immédiat, le premier enseignement, c'est qu'il faut que l'État réponde présent, que l'État sache répondre présent dans des conditions où lui-même a des difficultés d'organisation qui sont très importantes. Mais d'une certaine manière, notre objectif, c'est qu'il fallait que ça ne se voit pas. C'est-à-dire que le service soit rendu, que les entreprises qui étaient en difficulté, quand elles contactaient soit un service au niveau territorial, une directe, soit le ministère, qu'elles trouvent un interlocuteur, que cet interlocuteur puisse traiter sa demande, etc. etc. Donc ce défi, il était énorme pour nous. Et il était énorme pour nos agents, et d'où l'importance du dialogue social, parce qu'il fallait qu'on trouve effectivement en permanence, en temps réel, des solutions et la manière d'assurer effectivement ce service public qui est au cœur de l'engagement de tous les agents. On arrive au terme de notre échange. Je vois le temps qui passe à tout à l'heure. Alors peut-être une dernière prise de parole chacune. Karine Garcin-Escobar, effectivement, on a dépassé le timing. Karine Garcin-Escobar, un mot sur l'importance du dialogue social qui a évidemment été bousculé, qui s'est un peu réinventé dans ses formats. À un moment aussi, il y a une réforme sur le dialogue social. Bon, c'est un autre enjeu, mais tout ça a pu se percuter. Comment vous faites vivre le dialogue social dans les circonstances, et est-ce que le numérique vous y aide, vous contribue à repenser ces formats de dialogue social? Oui, ce qui était intéressant, c'est de voir aussi notre capacité à nous affranchir d'un certain formalisme. Ça s'est traduit au travers du dialogue social, mais dans plein d'autres domaines. Et donc, en matière de dialogue social, cette capacité de pouvoir échanger aussi, sans le formalisme habituel, en direct, à bâton rompu, avec une réactivité, une fréquence, ça s'est beaucoup ressorti au sein des collectivités, une fréquence très importante. Les organisations syndicales ont été associées et présentes et en soutien aussi de toute la gestion de cette crise, pour élargir sur le management, parce que ça a été évoqué juste une petite question tout à l'heure sur le volet un peu juridique. C'est vrai que parmi les freins, c'est pas tant les outils, c'est les usages, et notamment ce formalisme. C'est pour ça que je fais le lien avec le dialogue social, la signature de certains documents, peut-être davantage dans la refondation, essayer de réécrire, d'alléger un peu ce formalisme de certaines procédures pour retrouver de la fluidité et pour le rendre plus compatible avec ces pratiques à distance, ou en tout cas on peut simplement gagner du temps. Et sur le management, s'appuyer un petit peu sur le triptyque qui consiste à faire confiance, à responsabiliser et être aussi en soutien. Donc je crois que ça a été le grand enjeu de repositionnement du manager. Oui, être en soutien des équipes, mais aussi adapter, être sur un management un petit peu plus par objectif, en déléguant davantage, en faisant confiance aux équipes de terrain qui ont prouvé véritablement qu'elles étaient en capacité de faire face et d'avoir de très très bonnes idées et de faire avancer nos missions, nos services publics, donc d'être un acteur essentiel de cette refondation. Le visage aussi, en tout cas la vision des agents a pu changer, on ne l'a pas trop évoqué, je voudrais juste en dire un mot, on l'a vu au travers des médias, je pense que ça a changé aussi notre approche sur certaines fonctions qui étaient un petit peu... pas forcément sur le devant de la scène, et qui là tout d'un coup sont devenus essentiels au service public. Donc ça réinterroge aussi le management, de davantage valoriser et se soucier de ces métiers-là. Merci beaucoup Karine Garcin-Escobar. Merci d'avoir témoigné depuis la Grande Motte. On salue l'Association des administrateurs territoriaux de France. Le numérique qui suppose de la confiance, de la responsabilité et du soutien. Marianne Barba-Layani, peut-être votre conclusion. Vous approuvez, j'imagine, confiance, responsabilisation, je pense qu'effectivement, on partage pas mal de constats et d'éléments sur les suites qu'on pourra en tirer. Je pense que le numérique, il ne faut pas le mythifier. C'est-à-dire que c'est un outil,
ça transforme considérablement. Ça doit être un outil, un facilitateur et un accélérateur. Ça ne doit pas devenir quelque chose qui fait peur. Alors, on a parlé de l'électronisme et des usagers. N'oublions pas l'usager. C'est sûr qu'aujourd'hui, même dans un pays comme la France, qui est un pays très développé, etc., tout le monde n'est pas à l'aise avec les outils électroniques. Oui. Donc, voilà, je crois qu'il faut qu'on l'intègre, qu'on intègre cette relation avec l'usager qui est au cœur, évidemment, de notre mission de service public, de manière réaliste, proactive, parce qu'on peut aussi agir et accompagner nos usagers comme nos agents vers l'utilisation des outils. On doit évidemment réfléchir à tout ce qui peut faciliter les choses. C'est vrai que la signature électronique, oui. Bon, voilà, il va bien falloir quand même qu'on y arrive parce que c'est effectivement important. Mais je pense qu'on ne va pas, encore une fois, demain se retrouver dans une situation où l'administration, ça sera uniquement un écran en face de quelqu'un qui est tout seul. Donc, il y a une notion qui existe dans tout un tas de réflexions, de figital, c'est-à-dire de conjuguer effectivement la présence physique lorsqu'elle est nécessaire et le digital. On le voit bien d'ailleurs, puisque la principale différence entre le premier confinement et le confinement dans lequel nous sommes actuellement, c'est qu'on n'est pas en plan de continuité d'activité, c'est-à-dire qu'on assure toutes nos activités. Ça, c'est évidemment une différence essentielle et on pourrait y revenir, mais le temps est trop limité. En tout cas, nous, on le voit de manière très concrète, puisque ce qui nous est demandé par nos ministres et de manière extrêmement légitime, c'est de maintenir l'accès du public au service public. Donc c'est pour ça qu'on a d'ailleurs beaucoup moins d'agents en télétravail dans le deuxième confinement, même si on pousse au maximum le télétravail, que dans le premier, parce que nos services qui accueillent du public restent ouverts et se font un devoir de pouvoir accueillir le public. Alors bien sûr avec des conditions adaptées, des prises de rendez-vous, des gestes barrières particulièrement importants, etc. Mais c'est quand même très symptomatique de voir que dans cette phase qui est un peu moins aiguë que celle du premier confinement, l'une des différences majeures dans les modalités d'action qui sont demandées au service public, c'est quand même justement de pouvoir continuer à accueillir, accueillir le public. Voilà. Merci beaucoup. C'est frustrant. On passerait bien volontiers davantage de temps à débattre ces enjeux, mais à vous écouter, Madame la secrétaire générale, Karine Garcin-Escobar et Monsieur Chambaud, on voit bien que le temps du numérique est certes venu, mais il n'est pas, évidemment pas la solution à tout. Merci beaucoup à tous les trois pour votre témoignage. Continuez de nous suivre en direct, continuez de témoigner sur le fil, sur le lien sur lequel vous pouvez poser vos questions et vous restez avec nous dans quelques secondes. On échange sur des enjeux d'engagement, de solidarité, de proximité. Les fondamentaux de la fonction publique du XXIe siècle sont-ils posés ? Vous ne bougez pas, on enchaîne dans quelques instants.